Que vais-je faire de ça? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler tricot japonais et dentelle japonaise. On va parler histoire, pourquoi est-ce que le tricot a atteint le Japon, quelle importance ça a maintenant, beaucoup de japonais tricotent, quels sont les designers que l'on peut trouver, quel est l'esthétisme de ces designers, quelles sont les marques de laine, il existe un magazine notamment qui est fort connu. Donc je vais faire un petit tour, je vais vous proposer quelques patrons japonais pour que vous ayez une autre vision du tricot. L'histoire du tricot au Japon, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Elle n'a pas commencé dans les années 1950 ou 1960, c'est quelque chose qui est historique. Alors le tricot au Japon est arrivé plus tard qu'en Europe, mais ça a la même source. En fait, ça vient avec les mouvements de population. Il faut savoir que le Japon est une île et est resté fermé très longtemps au commerce et aux étrangers. Ce n'est vraiment que vers l'ère Nandan, vers 1550, 1610, qu'il y a eu un échange qui a commencé à se faire, notamment avec les Portugais. Donc majoritairement les Portugais qui gardaient le Japon comme chasse gardée. D'ailleurs, on en parle, si vous avez l'occasion, je diverge sur des livres, mais c'est intéressant pour connaître un peu la culture japonaise. Mais on en parle notamment dans Shogun, qui est un livre à la base, Clavel, qui est maintenant une série qui a été refaite, qui a été retournée, que vous retrouvez sur Disney+, et qui est pas mal faite en fait. Vraiment, moi j'ai trouvé ça, j'ai apprécié ça. Je lis quand même pas mal de littérature japonaise. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, le livre est vraiment chouette et la série est vraiment chouette et se rapporte beaucoup au livre. Il faut savoir que ça reste européano-centré comme vision. Les Asiatiques n'ont pas la même culture que nous. Voilà, ils n'ont pas évolué. Chacun a sa façon de fonctionner. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a des choses que, même si Clavel a vécu pendant des années au Japon, il n'a pas transmis ça comme un japonais le transmettait. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur cette culture clanique, il y a La pierre et le sable de Eiji, je recherche son nom parce que je ne me souviens plus de son nom, Yoshikawa, qui est vraiment très accessible, qui parle de Musashi. Musashi qui était une des figures emblématiques japonaises, notamment peintre, poète, philosophe, mais surtout escrimeur. D'ailleurs, beaucoup de gens qui font des arts martiaux lisent le livre qui est le livre des 5 roues de Musashi, qui est absolument pas abordable pour quelqu'un qui ne fait pas des arts martiaux. Il faut vouloir se plonger dedans. Donc, si vous avez envie d'avoir sentir un peu la culture historique japonaise, je vous conseille de lire La pierre et le sabre et le deuxième livre, qui ne s'appelle, je ne sais plus comment, mais enfin, vous commencez déjà par La pierre et le sabre parce que c'est une brique, pour avoir une idée de ce que c'est que les clans. Donc, soit. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça a une importance. Donc, le Japon s'est ouvert au commerce sur l'ère Nandan au Portugal. Les Portugais, ils ont importé des pièces tricotées, surtout des chaussettes. Et chaussettes en portugais se dit, alors, je suis désolée pour les Portugaises qui m'écoutent ou les Portugais qui m'écoutent, je vais massacrer le mot, mais c'est meias. Ça se dit probablement pas comme ça, mais c'est pas grave, mais ça vient, le mot japonais, du tricot qui a été remplacé par knit après dans les années 50 au Japon, c'est, que je retrouve le mot, meriyazu, qui est dérivé donc de ce mot portugais qui veut dire chaussette. Donc les premiers à avoir apporté le tricot au Japon, ce sont les Portugais. Donc voilà, les échanges commerciaux ont commencé avec du textile et d'autres choses, hein, des armes et ce genre de choses, mais notamment des chaussettes tricotées. S'en est suivi un peu après, une centaine d'années. Alors je vous brosse un tableau très très rapide parce qu'il y a eu des mouvements et des guerres de clans, hein, mais s'en est suivi une période relativement calme de paix, qui est l'ère Genroku, qui est de 1688 à 1704. Donc c'était Genroku, c'était une ère de paix. Donc il y avait des samouraïs. Ces samouraïs, eh bien, ils ne savaient pas être engagés, surtout les samouraïs non nobles, donc qu'on engageait, qui étaient de basse origine, eh bien, il fallait bien qu'ils fassent rentrer de l'argent chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis au tricot et ils ont commencé à tricoter des pièces, notamment des tabis. Les tabis, ce sont les chaussettes avec un seul doigt qu'on met notamment dans les chaussures japonaises. Hein. Les tabis.
des sacs pour leurs sabres, des petites bourses, des étuis pour leurs sabres. Ils retravaillaient, ils retricotaient le manche du sabre, la tsuba. Donc, il y a eu d'abord le tricot qui a été instauré par les samouraïs et travaillé par les samouraïs. Donc, c'est d'abord une histoire de guerrier, en fait, le tricot au Japon. Donc les samouraïs ont fait plein de pièces pour eux pouvoir tricoter et pour pouvoir porter des chaussettes, des sous-vêtements, des gilets de corps et de quoi protéger leurs armes de manière correcte. Alors la laine forcément n'existait pas au Japon, donc on l'importait, et ou alors ils travaillaient avec du coton et des fibres végétales. Le meriyasu, en fait, donc sous cette ère de paix, a d'abord commencé à Nagasaki et puis s'est étendu à Edo. Edo, c'est Tokyo actuellement. Donc on a eu de plus en plus de production tricotée main à l'époque pour les samouraïs et pour l'armée. Donc ça, cette ère-là, on a eu des samouraïs qui se sont vraiment plongés de plus en plus dans le tricot main et c'est devenu une source de revenus. Complémentaire dans un premier temps et puis qui a subvenu aux besoins de la famille dans un deuxième temps. Est arrivé après, à l'affaire de cette ère-là, l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est 1868, c'est donc fin du 19e siècle, début du 20e. L'ère Meiji, c'était une ère où on a monté le système clanique. Donc on a vraiment ce moment où le Japon a basculé, a abandonné les samouraïs, a abandonné les luttes au sabre, où on a introduit les armes à feu dans l'armée, où l'armée dépendait de l'État. Donc c'est l'empereur qui a voulu une occidentalisation du Japon, tout en gardant quand même la culture, hein. Mais on a perdu tous ces clans. Donc tous ces samouraïs qui n'avaient plus d'emploi parce que forcément n'étant plus une armée régulière, parce que comme il n'y avait plus de clans, il n'y avait plus de raison d'engager des samouraïs pour tel clan et pour tel clan, ils se sont retrouvés au chômage. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont orientés et ils ont de nouveau fait pour ils ont continué à travailler dans l'industrie textile. Et on a eu l'avènement à ce moment-là des tricots machines, donc on a commencé à introduire le tricot machine. Donc on a quand même des gravures, notamment de samouraïs, des estampes de samouraïs qui tricotent avec des aiguilles, et ils tricotaient des pièces pour l'armée. Et puis c'est devenu ces machines, au niveau machine, et on tricotait des pièces, des fourreaux, plutôt que des fourreaux pour des sabres, on tricotait des fourreaux pour les fusils et ce genre de choses. Donc il y a vraiment eu un switch vers l'industrie textile de la part des samouraïs de basse origine et des gens qui se sont retrouvés au chômage puisqu'on a fait évidemment sauter les clans. Donc forcément, ces gens-là n'avaient pas l'argent et ils n'étaient plus engagés pour aller battre le voisin ou ce genre de choses. Donc il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose pour se nourrir. Donc ça, c'est vraiment le base de l'industrie textile au niveau, et l'industrie tricot textile au niveau Japon, le meriyasu. Ce n'est que vers les années 50 où on a commencé à sortir des sous-vêtements, des tricots de peau, des pièces pour l'armée. Alors, il ne faut pas oublier que le Japon a été quand même pas mal en guerre, hein, la guerre sino-japonaise, pendant la guerre 14-18, etc. Donc, l'industrie textile, elle a fonctionné pendant ce temps-là. Et donc, ils ont dû produire pas mal de pièces et des chaussettes pour les soldats de l'armée régulière. Donc, après ça, on a quand même eu une ouverture du tricot sur les gens, la population, les gens tricotaient, hein. Mais on a vraiment eu un tricot qui s'est étendu au niveau du non-vestimentaire et de la déco. Et à partir de là, c'est là qu'on a pu en donner le terme meriyasu et qui est devenu knit dans le terme japonais, parce que quand on tricote en japonais, c'est pas le terme meriyasu qu'on utilise, mais knit, qui est le mot anglais. Et donc là, on a vraiment eu un avènement très fort, une explosion très forte du tricot au Japon. Donc, le tricot japonais, c'est un tricot qui est historique, qui est vraiment basé historiquement et qui est à but guerrier et commercial au départ, et qui après un peu a diffusé dans les familles, et c'est devenu un art et un art textile. Donc cet art textile, maintenant, ça s'oriente non plus sur l'utilitaire, mais sur la mode. Donc on va retrouver quand même pas mal de magazines. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à la librairie Junku, je ne sais pas si elle existe encore, mais moi, il y a une dizaine d'années, quand j'allais sur Paris, j'allais chez Junku et je m'achetais des livres japonais et des livres de tricot, de crochet et de couture. Donc j'ai beaucoup cousu du tricot. J'ai beaucoup cousu de la couture, des pièces tricot japonais pour mes enfants. J'ai beaucoup tricoter des choses japonaises, me suis ouvert au crochet, et puis il n'y a pas que ça, il y a les amigurumi, il y a plein de choses qui font qu'on retrouve pas mal de livres d'art créatif dans la librairie Junku, et
on trouve des trucs très sympas. Alors, il y a un certain esthétisme au niveau du tricot japonais. Cet esthétisme, c'est souvent quand vous regardez les vêtements japonais, que ce soit en tricot ou en couture, c'est relativement ample, c'est dans des matières fluides, c'est relativement peu près du corps, aussi bien en couture qu'en tricot. Vous retrouvez ça dans quasiment tous les designers japonais actuels de tricot, c'est que vous avez cette espèce de fluidité sur le corps. Alors, je vais vous citer quelques designers et je vais vous parler de quelques patrons de ces designers. Avant de parler des designers japonais, je vais vous parler de ceci. Alors, ça, ce sont des livres japonais, des livres que vous allez retrouver maintenant traduits en anglais ou en français. Mais moi, je les ai achetés. Celui-ci, je pense qu'il non, ou c'est celui-ci, date de 1991. Donc, c'est pas récent. Donc, à l'époque, on ne trouvait que des livres de tricot japonais en japonais. Donc, j'ai appris à lire le tricot japonais parce que le tricot, les diagrammes, en fait, majoritairement, le tricot, le crochet et la couture fonctionnent beaucoup sur schéma. Dans les tricots japonais, ce ne sont pas des explications écrites. Donc c'est relativement succinct. Mais comme c'est succinct, une fois que vous connaissez les codes, eh bien vous arrivez à lire. Par exemple, ceci, c'est un livre de crochet japonais que j'ai acheté, je pense que ça doit être dans les années 2000. Eh bien vous avez ceci, voilà. Voilà, par exemple, voyez, vous avez non pas des explications, mais un schéma. Alors vous avez succinctement quelques termes pour expliquer ce que c'est. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone. Alors à l'époque, ce n'était pas possible, mais je devinais, en fait. J'essayais de deviner ce qu'elle voulait dire. Comme j'ai un peu de notion de couture, je voyais un peu ce que c'était. Et puis, il y avait eu des lexiques à l'époque, surtout quand je cousais japonais, français, donc ça me permettait de dire « Ah, ben ça veut dire ça. Ah, mais ça, c'est le tour de poitrine, ça et ça. » Ça reste limité à ça. Hein. On ne vous parle pas de, éventuellement, pince, et ce genre de choses. Vous n'aurez pas de grandes explications, comme dans les patrons en français, comme dans les passe-trous en anglais. Mais en crochet, vous voyez bien, ce n'est que un motif. Et quand vous comprenez ce que c'est, eh bien, vous savez que ça, c'est des brides, vous savez des mailles en l'air, et ce genre de choses. Donc, ça, comme la couture et comme le tricot, ça m'a permis de pouvoir tricoter en japonais. Donc, par exemple, vous avez ici, à la fin, on vous explique ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de connaître le japonais pour pouvoir décoder ce que c'est et le mouvement. Voilà. Et les diagrammes, alors je ne vais pas m'attarder trop parce que c'est protégé quand même, vous les retrouvez sous cette forme. Donc, c'est encore facile à lire parce que comme c'est sur des schémas, c'est relativement facile à lire. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais à l'époque, on ne trouvait pas en anglais. Maintenant, vous les trouvez en anglais. Ces livres-là, il y a beaucoup de designers européens, de designers américains qui les utilisent. Pourquoi? Parce que c'est assez esthétique. Il y a un esthétisme, je vous ai dit, c'est assez large, c'est assez fluide, mais il y a aussi des détails techniques dans la dentelle japonaise, surtout japonaise, qui sont très intéressants. Et il y a beaucoup de fioriture, entre guillemets. Je dis fioriture et ce n'est pas à but négatif, mais la dentelle japonaise, elle était assez raffinée. Donc, quand vous avez un patron japonais, vous allez trouver beaucoup plus de petits détails et de petites choses qui sont intéressantes sur la dentelle que, par exemple, sur des Shetland ou des Orenbourg. C'est un style différent. Et vous aurez un mélange entre torsade dentelle et bubbles, par exemple, que vous n'aurez pas sur de l'Orenbourg, mais que vous aurez peut-être en estonien. Donc, elle est intéressante parce qu'elle est techniquement intéressante, mais en plus, elle est jolie. La dentelle japonaise, c'est vraiment quelque chose de joli. Et Vogue, Japon, a publié plein de bouquins, dont ceux-ci. Et puis, il y en a d'autres qui sont maintenant traduits en anglais. Alors, je ne vous les ai pas tous pris parce que moi, je pense que je les ai quasiment tous, qui servent de base pour les patrons de beaucoup de designers et pas que japonais. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur Internet, sur Amazon, sur Junku ou sur n'importe quelle librairie en ligne. Vous allez trouver des livres traduits en français, en anglais ou à l'origine restés en japonais, où vous aurez ces fameux points japonais de dentelle japonaise. Et il y en a peut-être une dizaine maintenant qui sont sortis régulièrement. Il y a un nouveau qui sort avec... ce sont des lexiques de points, tout simplement, pour pouvoir faire des panneaux de dentelle et intégrer ça dans un pull, dans un châle, etc. etc. Donc ça, c'est très à la mode pour le moment. Vous verrez qu'il y a beaucoup de designers mondialement, dans le monde, en fait, qui utilisent ces livres-ci.
Alors pas que ces deux-ci, je le précise, ceux-ci c'est les deux premiers que j'ai achetés et ils étaient en japonais. Je ne peux pas parler de designer japonais sans parler d'abord d'Amirisu. Amirisu, c'est une boutique de laine à Tokyo qui a son propre magazine qui s'appelle Amirisu. Amirisu, ce n'est pas que par des designers japonais, c'est un livre avec une esthétique japonaise, mais qui fait appel à des designers partout dans le monde. Donc il y a des designers français, anglais, américains, suédois ou que sais-je, qui ont publié dans ce magazine, mais en respectant l'esthétique japonaise. Parce que souvent, quand on fait appel à des designers, on leur propose un mood board et on leur dit ben, j'aimerais bien que vous suiviez une telle tendance, et donc voilà, et ça colle pas. Dans la tête de celui qui crée le magazine et qui publie le magazine, ils veulent un certain style et ce que leur propose, ça fonctionne ou ça fonctionne pas et on est accepté ou on n'est pas accepté. Donc vous avez ce magazine-là que vous trouvez régulièrement dans les magasins en France. Alors je ne saurais pas vous dire exactement lesquels, comme en Belgique, pareil, je ne sais pas vous dire exactement. Il y a une publication 2 fois par an, je pense, 1 à 2 fois par an et c'est traduit en japonais et en anglais. Et vous y trouvez des patrons qui sont vraiment sympas chez Amirisu. Je ne peux pas parler non plus sans parler de designer, sans parler de laine japonaise. Et il y en a quelques-unes qui sont très connues en France, en Belgique. C'est la Noro et la Ito. Alors, ce sont les deux marques les plus connues que l'on connaisse. Il y a chez Noro, ce sont des laines qui sont très colorées. Vous avez quand même... Enfin, c'est plutôt des variés chez Noro, avec des couleurs très intéressantes, avec des mélanges avec de la soie, avec du coton, avec de l'arami. Donc c'est vraiment un style très particulier, Noro. Et puis vous avez Ito, Ito qui fait des mélanges avec de la laine, qui fait des mélanges avec de la laine et de la soie, de la laine et de l'urami, et surtout un mohair et soie qui est particulièrement beau, qui est pour moi un des plus beaux qu'on trouve sur le marché, donc chez Ito. Maintenant, il y a Pierrot aussi, et il y a une autre marque dont je ne me souviens plus le nom. Il y a quand même pas mal de marques japonaises, mais Ito et Noro, ce sont majoritairement ce que vous allez trouver dans les magasins de laine, notamment en Belgique, chez Sivenit à Bruxelles par exemple, que vous allez trouver à Luxembourg chez Bastelkiste, que vous allez trouver dans des magasins en France. La Ito, elle a vraiment de très jolies laines, vraiment, c'est vraiment franchement de la belle laine, de qualité. Alors elle n'est pas si peu chère parce que ben, non seulement elle est chère, de base au Japon, mais en plus il y a les frais de port et la douane qui se rajoutent, mais c'est vraiment une laine de belle qualité, la Ito, idem pour la Noro. Alors on aime ou on n'aime pas Noro, parce que ça c'est vraiment un style, tandis que la Ito est plus passe-partout, c'est plutôt des couleurs unies que la Noro qui est dans les grands variés. Commençons par nos designers. Alors je vais vous citer quelques designers et je vais vous montrer quelques patrons de ces designers. Alors on a d'abord Eri Shimizu. Eri Shimizu, elle a un style particulier. On a ce style un peu fluide avec de la dentelle très jolie qui est particulièrement mis en avant sur ce pull qui s'appelle le Muka Pullover, qui est un pull qui est prévu en 9 tailles, qui est en anglais et en japonais, qui est au prix de 7,42 $, donc 7,25 €. Il est pour un tour de poitrine de 103 à 183 cm, donc ça c'est vraiment inclusif. Maintenant c'est un pull qui est en aisance positive, 28 cm d'aisance positive, donc il faut savoir que c'est pour un tour de poitrine de 80 à 165. Maintenant l'aisance positive, vous pouvez la faire... Vous n'êtes pas à 5 cm près, vous pouvez jouer à faire une aisance plus positive, un peu moindre ou un peu plus importante si vous avez envie, ça dépend le style que vous avez envie de vous donner. C'est un top-down, c'est un pull qui est tricoté en rond, donc du haut vers le bas, et c'est vraiment très simple. Tout ce qui fait la beauté de ce pull, ce sont les manches qui sont très évasées et qui sont en dentelle japonaise, justement. Ce pull-là, il a été fait en soie et yak, et donc, en fait, on a vraiment un très joli tombé. Ça, c'est vraiment le style de pull esthétique japonaise. Quand moi je parle japonais, quand moi je pense japonais, quand j'imagine japonais, je pense à ça, en fait, à ce genre de pull très fluide, avec des détails ciblés à un endroit particulier et un certain esthétisme et des couleurs particulières. Souvent, ce sont des couleurs qui sont beaucoup plus sombres ou beaucoup plus neutres que on va trouver chez les Américains, par exemple. Donc, on a cet esthétisme que moi, je trouve ce pull vraiment très, très joli. Il est en anglais, en japonais et en chinois. Deuxième designer, c'est Mizuo Komiya. Ne vous étonnez pas si je regarde mon écran, c'est parce que je ne connais pas les patrons par cœur. C'est le Agata. Agata, c'est un petit top en lin, 100% lin, 500 mètres au 100 grammes, donc light fingering, tricoté en 3,25 et en 3,50, qui est tricoté avec du mosaïque knitting. Alors on tricote à plat un devant, on tricote à plat un dos, on joint
les manches pour former en rond l'emmanchure et pour former la petite manche, et puis on joint en rond pour former le col et on va coudre les côtés. Donc c'est relativement simple en fait comme patron. Il y aurait probablement moyen de le faire en rond. Du moins le bas du corps, il est tricoté du bas vers le haut. Je pense qu'il y aurait moyen de le faire en rond. Il faut voir le patron. Ça se compliquerait peut-être un petit peu les choses, on va dire, mais il y a moyen de le faire en rond. Donc ça, c'est le Agatha. Il est au prix de 9 $, 8,79 €. Que dire de plus? Je n'ai pas trouvé l'aisance, mais à vue de nez, l'aisance, elle doit être de 10 cm, donc il n'est pas excessivement inclusif. Hein. Il doit être dans les 82 à 127 cm. Il faut savoir que les Japonais sont quand même moins inclusifs que nous, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes en surpoids et plus size au Japon qu'ici. Et souvent, c'est un problème pour les Européens qui sont très grands et qui veulent s'habiller. Allez voir Zoé Vidéo, qui a vécu au Japon pendant des années, qui est très grande, en fait, c'est une Belge très grande. C'est compliqué de s'habiller au Japon quand on est grand et qu'on est hors norme japonaise, d'une certaine manière. Alors, c'est pas une critique, hein, mais il faut se rendre compte quand même que vous aurez peut-être pas autant de chance de vous habiller là-bas qu'ici. D'ailleurs, c'était un problème quand je faisais des patrons en couture pour mes enfants, c'est que ça leur tombait bien, parce que mes enfants étaient très minces en étant petits, mais par contre, ils ont une énorme tête, une grosse tête, et donc ça passait jamais. Les encolures, je devais toujours retravailler les encolures, c'était systématique, parce qu'en fait, quand mes enfants étaient grands, c'était des grands haricots verts, mais seulement, je devais allonger le corps, je devais allonger les manches, et je devais élargir l'encolure, parce qu'ils étaient fins, mais seulement ils avaient une tête grande et une grosse tête. Donc voilà, c'était quelque chose qui posait problème, c'est que souvent c'était juste au niveau de l'encolure et de la longueur. Le patron Amour, qui a une construction intéressante. Ce patron, il est tricoté à plat aussi, et il est tricoté avec du point brioche et en worsted, donc ça va très vite. Aiguille 5, 5,5, 4,5, avec de la Ike de Amirisu, qui est de la 100% mérinos, 164 mètres au 100 grammes. Donc le corps est fait en brioche, et puis vous allez relever pour faire le col, relever pour faire les emmanchures, comme le patron précédemment, et puis vous allez relever pour faire le bas du corps en une couleur, et il y a une torsade sur le bas du corps. C'est une sorte de torsade à dentelle qui est vraiment très jolie. Donc c'est vraiment un patron que je trouve sympa, qui visuellement est vraiment très sympa à porter sur une chemise et qui donne son look très particulier sans être totalement brioche, parce qu'un des problèmes de la brioche, c'est de se laisser aller. Mais comme on a un col en côte, qu'on a des manches en côte, enfin des petites manches en côte, et que le bas ce sont des côtes travaillées avec un petit point de dentelle ou de la torsade, eh bien ça donne de la structure. Et donc je le trouve très intéressant ce patron-là pour mettre au-dessus d'une chemise, c'est vraiment très joli. Alors peut-être pas pour porter comme ça même la peau parce que c'est de la brioche, en worsted, donc c'est chaud. La brioche c'est quand même quelque chose qui est vraiment chaud, donc c'est plutôt pour porter sur un vêtement. Alors ça aussi c'est très style asiatique de porter une petite veste au-dessus d'une chemise, on le voit beaucoup dans les séries coréennes notamment. Troisième designer, c'est Junko Okamoto. Elle est quand même connue, donc c'est des patrons qui sont connus, je vais vous les montrer. Ils sont vraiment dans un esthétisme très large, très oversize, avec du jacquard. Le Junko, ce patron-ci, c'est le Anu Sweater, qui est tricoté en fingering, en jacquard. Et elle dit, d'ailleurs, son échantillon 30 mailles sur 30 rangs pour le jacquard, et elle utilise du point jersey, pour pouvoir en 2,75. Donc on tricote ce patron en 2,75 et en 2,25. Bonne chance. Il est prévu en 13 tailles. Ce patron, il n'est qu'en anglais et vous avez tout un panneau de jacquard qui est vraiment très joli. Ce patron, c'est 20 à 50 cm d'aisance. Quand je vous dis qu'on est sur beaucoup d'aisance, on est sur beaucoup d'aisance. Alors 20 cm, ça reste très raisonnable pour quelqu'un qui fait une grande taille. Par contre, 50 cm, il faut, pour moi, ça devient tout de suite compliqué. Donc, ce patron, le tour de poitrine final est de 120 cm pour la première taille et de 181 pour la dernière. Donc, ça va jusqu'aux personnes qui font 161 cm de tour de poitrine. Et pour les personnes qui voudraient de l'oversize, mais vraiment oversize, les personnes qui font 70-75 cm de tour de poitrine peuvent porter ce patron-ci. Le patron, il est au prix de 7 €. Le modèle que je vous montre ici, il est porté avec une aisance de 50 cm. Donc elle fait 93 cm de tour de poitrine et le pull fait 164 cm. C'est un pull qui est tricoté
top-down et c'est toutes les informations qu'elle donne. Donc il est tricoté et puis vous avez du jacquard. Alors je n'ai pas acheté le patron, je ne sais pas si les fils se suivent, s'ils se croisent ou si elle fait des zones intarsia, je ne saurais pas vous dire, mais bon, ce n'est pas un projet jacquard débutant, il faut être très clair parce qu'il y a quand même des grands aplats de couleurs, donc c'est plutôt réservé à quelqu'un qui commence à maîtriser le jacquard pour pouvoir gérer correctement la tension, sinon ça ne va pas être joli. Donc c'est le Anu Sweater. Quatrième designer, c'est Tomomi Yoshimoto. Alors ce patron-ci, elle a d'autres patrons qui sont connus, mais j'ai pris celui-ci parce qu'il était intéressant au niveau de la texture. C'est le Link Sweater. C'est un top-down et il est vraiment très intéressant parce que vous avez vraiment un travail de texture dentelle sur les épaules qui font que quand on utilise un peu un fil particulier, ça donne vraiment un effet très couture, on va dire, vraiment très particulier. Il ne faut pas utiliser un Mérinos Superwash. Moi, je partirais sur un fil cardé, comme sur la première photo, pour avoir cet effet, cet impact un peu brut, si vous voulez. On a l'impression que ce sont des découpes dans un matériau brut. Ce patron, il a été fait en Ulysse, c'est une laine française. L'Ulysse, c'est la Dererum Natura, donc une laine cardée du Mérinos non Superwash, français. Et donc Ulysse Dererum Natura. Ce patron, il est au prix de 6,36 $, donc 6,21 € pour la Belgique. Il est prévu en 8 tailles, en anglais, en japonais. Il y a une version française qui est uniquement sur le site de Dererum Natura. Ce patron-ci, donc je vous ai dit, hein, il y a 8 tailles. Combien est-ce que les tailles? C'est 95 cm à 150 cm. Je ne sais pas si elle a précisé l'aisance. Elle n'a pas précisé l'aisance, c'est dommage. J'ai l'impression que ça peut être avec beaucoup ou peu d'aisance. Quand on voit les modèles, on voit qu'on peut jouer avec l'aisance. C'est un top-down, il y a des grands raccourcis, il y a un motif. Je pense que la dentelle n'est pas très compliquée, c'est un col roulé. Il y a un tutoriel vidéo et il est sans couture. Et donc ça, moi, je pense que c'est un patron intéressant pour commencer le tricot japonais, pour avoir un style un peu qui sort du commun. Et alors vous remarquerez que sur les photos, il y a soit l'empiècement tout dans cette texture un peu particulière qui commence juste après le col et qui descend quasiment jusqu'à la poitrine, ou vous pouvez avoir un emplissement plus court avec un col qui descend un peu plus bas en simple jersey. Donc ça, c'est un chouette patron pour s'essayer à une texture particulière et à un style japonais, parce que ce motif, vous le retrouvez sur le bas du corps et sur les manches. Cinquième designer, c'est un patron très connu, j'en ai parlé plus d'une fois, c'est le Hitofut cardigan de Hiroko Fukatsu. Donc ce patron-ci, elle n'a pas énormément de patrons, Hiroko Fukatsu, mais celui-ci, il a fait un buzz à l'époque. Ce patron-ci, c'est un patron typiquement avec un certain esthétisme que je trouve japonais, avec une belle dentelle. Alors la construction est particulière, laissez-vous porter par le patron parce que vous allez vous dire mais où est-ce que je vais? Donc laissez-vous porter par le patron parce qu'en fait on tricote d'abord les manches et dans un sens, puis on va reprendre le bas du corps comme ceci si vous voulez. On va reprendre au niveau de l'encolure et puis le bas du corps. Donc c'est vraiment très perturbant au départ, hein, la construction de l'Hitofut. Je ne l'ai jamais fait mais je l'avais acheté et j'avais regardé. Et puis je ne sais plus qui m'a montré et m'a dit je ne m'y retrouve pas. Mais c'est vraiment très particulier. Donc l'Hitofut, c'est vraiment un patron qui, il a une dizaine, oui, il a 10 ans en fait. Il a été publié en octobre 2013, qui pour moi a été un des tout premiers patrons vraiment japonais stylés qu'on a montré sur Ravelry. Le patron est au prix de 2 €. Il est en français, parce qu'on le trouve en français. Il a tellement été fait ce patron. Quand je vois le nombre de projets, il y a 9157 personnes qui l'ont encodé sur Ravelry. Alors je ne sais pas combien l'ont acheté, mais ils ne l'ont pas encore tricoté, ou l'ont tricoté, n'ont pas mis les photos, mais bon, bref, ce patron, il a été tricoté plein de fois. Il est en français, en anglais, en japonais et en chinois. Il est donc tricoté d'une manière particulière, d'une manche à l'autre. On reprend le col et puis on va faire le bas, la basque. Il peut se tricoter en mérinos. Et alors moi, je ne vous conseille pas un fil retordu parce que sinon, vous allez avoir pas un beau rendu. J'ai vu des personnes qui l'ont tricoté en 100% soie. Il était magnifique en 100% soie. Donc n'hésitez pas à sortir un peu de votre zone de confort pour faire ce patron-ci avec un mélange avec de la soie, une fibre végétale qui a vraiment un très beau tombé. C'est une fingering. Hein. À la base, elle a tricoté ça avec de la Toche Merino Light qui est en fait un single, un célibataire. C'est pour ça qu'on a un joli tombé
savez qu'on n'a pas quelque chose qui se ramasse sur lui-même parce que c'est surtordu. Donc vous avez une grande latitude au niveau du choix du fil parce que c'est un patron qui demande de la fluidité. Donc pas de mérinos classique 4 brins, ni 8 brins, ni de fil à chaussettes, mais par contre vous pouvez vous orienter vers un mélange mérinos tencel, mérinos soie, tencel tout court, soie tout court, fibre végétale, lin, etc., etc. Ça donnera un autre style, mais c'est vraiment très joli. Le motif de dentelle est simple, c'est la construction qui est un peu plus compliquée et laissez-vous porter par le patron. Franchement, c'est pas... On ne se dit pas où on va, mais si vous suivez le patron correctement, ça va aller, ça va bien se passer. Donc ce patron, il est au prix de 2 €, je vous l'ai dit. Il est en top-down, il y a une partie qui est tricotée à plat, il y a un tutoriel, enfin voilà, c'est vraiment un patron qui est vraiment très sympa, que je trouve abordable quand on n'est pas nécessairement un tricoteur très expérimenté. Les tailles sont prévues de 73 à 84 cm pour la plus petite taille et la plus grande de 134 à 144 cm. Donc si vous êtes une plus grande taille, n'hésitez pas à augmenter d'un numéro d'aiguille pour avoir un peu plus d'aisance. Donc voilà pour ce patron. Hiroko Fukatsu, elle a fait aussi un patron gratuit qui est le Cupido Cole. C'est celui-là, je l'ai cherché pendant un petit temps quand j'ai fait la vidéo sur les laines variées parce que je trouve qu'il va très bien avec des laines variées. Ce patron, il est gratuit. C'est un patron de colle avec un point un peu particulier qui donne un effet très sympa avec des variées. Il est prévu en anglais, en français, en anglais, en italien, en japonais et pas en français. Je pensais qu'il était en français, mais non. Donc, voilà, vous avez un patron où vous pouvez vous amuser avec une laine variée. Il faut 2 écheveaux. Donc si vous avez 2 écheveaux que vous ne savez pas quoi faire, de fil Aran, parce qu'elle a utilisé du Aran, mais vu le point et vu la répétition, vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Vous aurez quelque chose de plus petit, vous allez juste monter plus de mailles tout simplement. Et vous allez pouvoir utiliser, vous pouvez tout à fait envisager de dire, moi je vais tricoter ça avec des aiguilles 3,75, je vais mettre un peu plus de mailles et je vais faire aller jusqu'au bout parce qu'il se tricote du bas vers le haut, donc il sera moins haut tout simplement. Et vous aurez quelque chose d'un peu moins long comme col. Voilà, c'est juste un calcul mathématique, hein. Vous regardez l'échantillon et vous faites un échantillon vous-même avec point et vous faites une règle de 3 et vous saurez la longueur de votre col. Donc ça c'est vraiment un chouette patron pour les laines variées. Et donc ce patron, il est de Hiroko. Elle a prévu 2 tailles d'ailleurs, hein. Court et long, d'Hiroko Fukatsu. Hiroko Fukatsu. 6e designer, Yumiko Alexander. Alors quand on parle d'esthétisme japonais, moi je pense à elle, systématiquement. Yumiko Alexander, elle ne vit pas au Japon, mais c'est une japonaise qui a vécu au Japon jusqu'au moins plus de 20 ans. Elle a rencontré son mari qui est un Américain, elle est partie vivre aux États-Unis, mais elle a une culture japonaise. Elle joue beaucoup avec l'oversize et le fil très fin, Yumiko Alexander. Donc vous avez retrouvé beaucoup de fils très aériens, de points un peu déstructurés parce que le point n'est pas nécessairement très régulier quand vous allez utiliser un fil de lin très fin avec des grandes aiguilles, mais c'est tout à fait son style et je trouve que ça reflète pas mal l'esthétisme japonais. Et c'est à elle que je pense quand je parle esthétisme japonais. Je vous ai sélectionné 2 patrons, mais il y en a beaucoup que j'aime chez elle. J'ai jamais tricoté de ces patrons, mais là j'aime beaucoup son esthétique, son style en fait. Donc c'est par exemple le premier, c'est Iris de Yumiko Alexander. Ce patron, il est prévu en 4 tailles, mais alors l'aisance est énorme, donc c'est vraiment pour, voilà, vous avez plus ou moins d'aisance. Il est en anglais et en japonais. Le iris ici, il a été tricoté en diké, en soie, en pure soie. Et le tour de poitrine prévu est de 42 pouces à 56 pouces, c'est-à-dire de 100 cm à 141 cm. Et elle prévoit une aisance, elle ne le dit pas, son aisance, mais vous voyez bien que l'aisance, elle peut être, à mon avis, jusqu'à 40 cm vu le style que ça donne. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de le faire plus étroit si vous avez envie de le faire plus étroit. Si vous faites 120 cm de poitrine, vous dites, moi, je n'ai pas envie de tant d'aisance que ça, vous choisissez la dernière taille, ça fera 141 cm. Donc, ce patron-ci, il est tricoté en bottom-up, donc du bas vers le haut. Il y a des torsades,
c'est ce qu'on appelle des sleeves, je dis bien, pas drop shoulder, drop sleeve, donc vous allez tricoter tout droit et les manches vont tomber ici sur le côté et vous allez relever en rond pour faire les manches. Donc ce patron-ci, il est très répétitif, mais je le trouve vraiment très joli, il a vraiment un très joli tombé. Si vous ne pouvez pas prendre de la soie, n'hésitez pas à prendre du chanvre parce que vous avez un très joli tombé. Ce sera plus irrégulier avec le chanvre qu'avec la soie, mais vous aurez ce tombé un peu lourd de ce modèle que donne la soie, que donnent les fibres végétales. De Yumiko Alexander, alors j'ai oublié de dire le prix. Le prix est de 9,54 $, donc 9,32 €. De Yumiko Alexander, un deuxième patron, c'est le White Caps. Le White Caps, c'est aussi de la Dikei et c'est 3 tailles, plus ou moins la même chose, 100 cm jusqu'à 140 cm, aussi mélange soie-coton. Donc elle travaille beaucoup avec de la soie, beaucoup des fibres végétales ou alors des fils très fins, style mohair, pour donner ce style très particulier, très, comment dire, en jouant avec la transparence. Donc ce patron-ci, c'est un top qui est tricoté, à mon avis, en simple pour le centre de l'œil, du rond, et en double sur le côté, j'ai l'impression. Donc elle dit que c'est un patron qui est très simple, il faut connaître 3 techniques qui sont endroit, envers et maille glissée. Ce patron il est tricoté en top-down, avec des manches jusqu'au coude, on reprend, on monte, on ferme les épaules et on va reprendre pour faire les manches. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le style et ce jeu de texture que l'on a entre les mailles glissées, une épaisseur un peu plus épaisse, et le centre du cercle. En fait, le cercle, il est formé comment? Ça fait un peu penser au painting brick de Stephen West, c'est-à-dire que vous allez tricoter des rangs en point mousse ou en jersey avec un fil, et puis vous allez tricoter X rangs avec l'autre fil plus fin, et à certains endroits, vous allez glisser 2 mailles. Donc, vous allez avoir vos mailles en fil plus épais qui vont monter et qui vont casser ce motif. C'est le principe du painting brick, et c'est ce principe-là aussi. Donc, ce patron, il est prévu en 3 tailles. Elle dit il y a 3 tailles de longueur au choix. On peut faire des ajustements. Elle dit les ajustements, ben, c'est la longueur du corps, et avoir des manches courtes ou des manches larges ou des manches resserrées pour former un poignet au niveau de l'avant-bras et faire une manche 3/4. Donc elle dit, choisissez le tour de poitrine en fonction de votre préférence au niveau de l'aisance, parce que là, on n'est vraiment pas dans le patron très ajusté, où vous pouvez jouer sur 40 ou sur 20 cm d'aisance si vous avez envie. Donc ça, c'est le patron White Caps. Allez voir Yumiko Alexander. Je mets de toute façon tous les liens ici en dessous et je vais les mettre selon les designers avec la boutique du designer et les patrons que je vous montre. Donc, si vous avez des informations et que vous trouvez que ça ne va pas assez longtemps les défiler des images ici, eh bien, tous les liens se trouvent ici en dessous. Allez voir dans la description. Je pense qu'on est au 7e designer. Là, on est sur Hiromi Nagasawa qui a publié notamment pour Woolfolk. Woolfolk, c'est une marque américaine de laine. Alors, je ne pense pas qu'on la trouve en Europe. Voilà, Woolfolk. Ou peut-être en Angleterre, mais pas en Europe en tout cas. Ce patron, c'est le Belfair. J'ai choisi celui-là, mais il y en a un autre aussi qui a été publié pour Woolfolk. Il a été tricoté en bulky, donc 14 mailles au 24 ans, dans le motif qui est un motif de basket wave, une sorte de motif osier. Donc vous avez l'impression d'avoir un motif, d'avoir des briques en fait sur ce patron-là. Il est tricoté en 5,5. Le prix du patron est de 10,35 €. Alors c'est un patron qui est tricoté à plat, et puis que vous allez coudre, et vous tricotez du haut vers le bas. Donc si j'ai bien compris, on tricote le dos, on tricote le devant, on va relever les manches, mais on va devoir coudre les manches et puis on finit le corps. Alors je ne sais pas si on finit le corps en rond ou si on finit le devant et le dos et puis on les coud. Bref, mais une grosse partie se fait à plat, il faut le savoir. Donc avant de vous lancer dedans et que vous détestez la couture, sachez qu'il est tricoté à plat, ce patron. Maintenant, si vous n'êtes pas complètement résistant à la couture, vous pouvez tout à fait faire ce patron, parce qu'en plus, ils disent qu'ils ont prévu la maille qu'il faut pour pouvoir faire la couture dans le motif, pour que vous respectiez bien le motif et que le motif ne soit pas cassé par la couture et que ça ne fasse pas moche, que ça ne fasse pas rapiécer. Donc ça, c'est le patron Belfair de Hiromi Nagasawa. Elle a fait un autre patron qui est le Adelic pour aussi Woolfolk, qui est aussi en bulky, qui est
10 mailles et demie au 20 rangs, aiguille 6, donc ça va vite hein, quand même, aiguille 6, et c'est un grand gilet long, très simple, mais qui donne une classe, vraiment, moi je trouve que ça donne beaucoup de classe, ce patron-ci. Je pense que le fil, en fait, est un fil soufflé, parce qu'avec ce poids, vu cette épaisseur, si c'est un fil retordu, ça doit se déformer. À mon avis, c'est un fil soufflé, mais je ne connais pas la Woolfolk du tout, j'ai jamais tricoté de la Woolfolk, donc je ne peux pas vous dire. Il y a 9 tailles de prévues, de 41 pouces à 73 pouces, donc on doit être dans les 90 cm jusque 170, 180 cm de tour de poitrine, avec une aisance de 14 pouces. 14 pouces, c'est quasiment 30 cm d'aisance, donc il se porte quand même large. Maintenant, c'est une veste. C'est un gilet à porter sur quelque chose. Donc, forcément, on a un peu d'aisance, on ne met pas ça proche du corps. Ce patron, il est au prix de 10,60 $, donc 10,35 €. Il vous faudra entre 796 et 1372 mètres de fil. Il est tricoté en une pièce, il est tricoté, ils disent d'une pièce, mais à plat. Oui, bah oui, forcément, puisque c'est un gilet. En top-down, sans couture. Celui-là, il est sans couture. Donc, à mon avis, ça, c'est débutant averti, pas débutant, mais on va dire débutant proche de l'intermédiaire qui peut se lancer dans ce patron-là, en sachant que ce patron n'est qu'en anglais. Dernier designer, c'est Ririko. Alors j'ai choisi un patron pour elle, c'est le Toge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une construction particulière. Ce patron, il est tricoté d'un côté à l'autre. Alors il n'est pas hyper facile à adapter. Enfin si, pour moi, c'est pas compliqué. Il faudra juste réfléchir et faire une règle de 3 pour allonger le corps. Comme il est tricoté d'un côté à l'autre, forcément, vous ne pouvez pas allonger. Il faut réfléchir avant à vos adaptations qu'en cours de tricot. Donc ce patron est tricoté une manche, le devant, le dos, avec le motif, jusqu'au centre. Et puis on va faire l'autre côté dans le même, comme ceci. Et on va joindre par un rabat aux 3 aiguilles. Ce rabat aux 3 aiguilles, en général, on ne le veut pas. On veut que ce soit discret, on ne veut pas nécessairement qu'on le voit, donc on le fait sur l'envers. Ici, elle le fait sur l'endroit parce qu'elle s'en sert comme un design, comme un élément de design. Ce rabat aux 3 aiguilles, c'est ce qui fait le charme de ce patron. Maintenant, vous n'avez pas envie de faire ce rabat aux 3 aiguilles, faites un grafting. On va relever le col et on va terminer le col. Donc ce patron-ci, il est tout à fait envisageable de le faire sans rabat à 3 aiguilles. Et la couture ici en dessous des bras, on les voit aussi. Elle a probablement aussi fait un rabat, mais vous pouvez tout à fait faire une couture à matress stitch, donc une couture invisible, hein, pour pouvoir avoir quelque chose de fini si vous n'avez pas du tout envie de voir cette couture, parce que là, ici, c'est vraiment un point technique que vous pouvez tout à fait substituer par un autre, par le grafting et par le matress stitch, qui est le fameux, la couture invisible que l'on fait pour remonter pour fermer les gilets et pour que ce soit bien propre. Ce patron, il est fait en 100% mérinos, 4 brins, donc un fil retordu, mais vous pouvez tout à fait envisager de le faire avec une fibre végétale ou un mélange fibre animale, fibre végétale, puisqu'il y a un certain tombé. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un fil structuré pour faire ce genre de patron. Ce patron, il est prévu, je pense, en 9 tailles, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, 9 tailles de 109 cm à 194, il y a 34 cm d'aisance, donc c'est de 70 cm à 160 cm. L'aisance, ça, elle se choisit d'autant plus que les manches sont très larges, donc vous pouvez dire, moi je vais faire la taille en dessous pour avoir moins d'aisance, c'est tout à fait envisageable, et vous ne serez pas étriqué nécessairement des manches pour autant. C'est ce qu'elle appelle un pull boxy. Donc boxy, c'est un patron de chez Rory, qui est très connu, le boxy. Alors, je ne sais pas si boxy... Je pense que box veut dire carré, en fait. C'est pour ça qu'on parle boxy et oversize. Il est au prix de 7,42 $, donc 7,25 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire un petit aperçu, une petite incursion dans le monde du tricot japonais. Alors, j'en ai fait qu'une petite incursion dans le monde du tricot japonais, mais ça vous donne une autre vision du tricot, d'autres patrons que les patrons que l'on voit en permanence, qui tournent en permanence sur Internet, hein, tout le temps la même chose. Donc on peut faire des choses qui sont vraiment très sympas, qui ne sont pas nécessairement nordiques, ni danoises, voilà, ni françaises, ni belges. Vous pouvez tout à fait faire autre chose, il faut juste se plonger. Alors la majorité sont traduits en anglais, donc si vous avez peur des points en japonais et du tricot en japonais, ben, prenez la version en anglais, c'est l'occasion de vous lancer dans le tricot
en anglais. Je vous le dis, le tricot japonais, c'est beaucoup de schémas. Donc c'est beaucoup plus abordable que ce n'y paraît parce que c'est beaucoup sur schéma. Si maintenant le schéma c'est quelque chose qui vous bloque, ça risque d'être plus compliqué. Mais comme c'est traduit en anglais, c'est formaté comme les tricots en anglais et comme les façons d'écrire les patrons en anglais ou en français. Donc vous vous y retrouverez de toute façon. Mais si vous avez envie de pousser la curiosité, c'est l'occasion. Donc ça vous donne l'occasion de voir une autre façon de tricoter, une autre façon de voir le design, une autre esthétique, qui est l'esthétique que l'on voit beaucoup sur les réseaux pour le moment, et qui, ma foi, parfois, il faut peut-être un peu sortir de sa zone de confort et voir des trucs autres que toujours la même chose. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine et ce sera bonnes vacances et à samedi prochain.